C'était une vidéo qui était assez difficile à rechercher. J'ai vu des photos, j'ai vu des trucs que j'aimerais beaucoup sortir de ma mémoire. C'est incroyable de croire que ces gens-là ont vu les mêmes choses que moi et sans zéro empathie, ils ont décidé de créer la série comme ils l'ont créée. Coucou guys, alors aujourd'hui on est back avec une nouvelle vidéo. Par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai quand même deux, trois trucs assez importants à vous dire. Je sais que vous avez déjà sûrement remarqué que c'est une vidéo qui est monétisée. La monétisation n'est pas activée pour que je fasse le plus de mailles possible sur le sujet. YouTube a tendance à ne pas pousser les vidéos qui sont démonétisées parce qu'ils ne font absolument aucun revenu là-dessus. Alors pourquoi est-ce que l'algorithme pousserait ça? Vous comprenez un peu la logique? Même si c'est une vidéo qui va être monétisée pour aider avec l'algorithme, je tenais quand même à vous dire, n'oubliez pas qu'on va parler d'un sujet qui est assez lourd, qui est assez difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre de cette vidéo restera vague pour éviter que cette vidéo se fasse flaguer. Je tenais quand même à vous dire un pouce et quelques commentaires seront très appréciés. Vous allez grandement m'aider en faisant ça parce que ça va activer l'algorithme pour cette vidéo-ci. Je vous remercie déjà en avance. Disons le troisième truc que j'ai à vous dire par rapport à la vidéo aujourd'hui, bien sûr, c'est un sujet lourd. Je l'ai dit de 1000 façons différentes jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment un sujet lourd. J'ai essayé de censurer mes notes au maximum, mais certaines choses qui doivent quand même se dire pour la compréhension des événements autour du sujet. Ça, c'est les éléments les plus importants que je vais donner en fait avant de commencer la vidéo. On va rentrer sans plus tarder dans le sujet. Oui, le titre de la vidéo sera vague, mais j'ai l'impression avec la miniature, vous savez déjà de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler du tueur en série Jeffrey Dahmer. Déjà, vous allez me dire, Bintou, ta chaîne, c'est pas réellement une chaîne de true crime. On se centre jamais ou littéralement pas sur ce genre de cas. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cette personne-là en particulier à cause de la série Netflix qui est sortie. La série se nomme Dahmer. Ça a été réalisé par Ryan Murphy. Et en vedette, cette série a pour acteur Evan Peters. Je viens quand même de vous donner plusieurs noms, plusieurs mots qui riment avec culture populaire. Alors c'est dans ce cas-là qu'on tombe dans mon domaine. Malheureusement, c'est pas une vidéo où on va analyser le profil de Jeffrey Dahmer. Je vais vous donner vraiment une description brève et simple par rapport à l'identité de Jeffrey Dahmer. C'est des informations de surface, mais qui seront assez pour que vous allez comprendre cette vidéo aussi, sans même avoir regardé le documentaire aussi sur Netflix. Entre les années 1978 et 1991, Jeffrey Dahmer a avoué avoir commis 17 meurtres, raison pour laquelle il sera condamné à 957 ans de prison. Malheureusement, son séjour en prison se fera assez court, car 2 ans après son incarcération, il sera battu à mort par un des co-détenus de la prison. Les meurtres qu'il a commis comportaient des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sera nommé le cannibale de Milwaukee. Alors Netflix a décidé de créer une série documentaire sur cette personne-ci. La série, elle raconte des événements, mais d'un point de vue passé. Il se fait arrêter. Maintenant, on essaie de découvrir pourquoi il s'est fait arrêter. Cette série, pour qu'elle soit réellement appelée une série documentaire, c'est supposé d'être les événements racontés sans dramatisation, tels qu'ils sont. Pour moi encore, pour que ça soit réellement considéré comme un documentaire. Si je dirais même les médias, les personnes, les journalistes, etc., des policiers qui ont été impliqués dans cette histoire-là, ils aient un mot ou une touche justement à la réalisation de cette série. Mais comme vous allez réaliser dans quelques instants, ce n'est pas le cas. Plusieurs choses ont été modifiées. Beaucoup de choses même n'ont pas été mises dans cette série documentaire. J'ai beaucoup de critiques, beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même faire ça de manière organisée. Donc je vais débuter avec tout ce que Netflix, ou si je peux dire Ryan Murphy et les autres personnes derrière la réalisation de cette série-là ont raté ou ont juste décidé de ne pas rajouter dans la série. Je vais commencer avec le jeune garçon de 14 ans, le jeune Conrad, qui a malheureusement été assassiné. Dans la série, comment les événements sont racontés, c'est que Jeffrey l'a ramené chez lui.
la droguer, etc. Dans un moment d'inattention, le garçon a réussi à s'échapper de l'appartement de Jeffrey. Le petit garçon, en fait, il n'a pas réussi à aller très loin. Il était assis devant le bloc d'appartement. Deux femmes noires ont interpellé la police et étaient en train de prendre soin de lui. Malheureusement, Jeffrey est revenu et les a vus dehors. A menti à la police, a dit que non, en fait, c'est juste mon copain. Il a trop bu, qu'il voilà, c'est pour ça qu'il est dehors. On s'est disputé, nanana. Bref, il a raconté bien sûr n'importe quoi. Et c'était visible que c'était un enfant de 14 ans, mais la police n'a rien fait. Dans la scène sur Netflix, le petit garçon, il est à moitié habillé. Il a une couverture sur lui, du sang un peu sur la tête et c'est tout quoi. La vraie version des choses, c'est que le garçon n'avait pas que du sang sur la tête. Il avait du sang aussi entre les jambes, sur son corps. C'était visible. Les policiers ont vu tout ça, mais ont quand même décidé d'ignorer tout ça. Non seulement il était couvert de sang, mais il ne portait rien. Il était nu. Alors que dans la version de Ryan Murphy, ce n'était pas le cas. Il avait des vêtements, il était couvert. Il y avait tout par rapport à cette situation-là qui aurait dû lever un niveau de soupçon inimaginable. En plus de ça, le jeune garçon ne parlait pas anglais. Bien sûr, il parlait sa langue natale. Je sais déjà que certaines personnes vont dire oui, peut-être que ces éléments-là n'ont pas été rajoutés parce qu'ils essayaient de censurer l'histoire pour rendre ça digérable. Mais vous comprenez que c'est supposé d'être une série documentaire. Il n'est pas supposé d'avoir de censure car c'est soi-disant censure pour rendre l'histoire digérable pour le grand public minimise les crimes de Jeffrey Dahmer. C'est pendant ces événements-là, Dahmer avait déjà été condamné pour avoir à toucher sexuellement des enfants. Il était toujours en probation, donc il avait un casier judiciaire. Si ces policiers-là avaient simplement vérifié l'âge de ce garçon ou avaient juste fait une petite recherche, ils auraient très vite pu empêcher cette catastrophe d'arriver. Malheureusement, le jeune Conrad a bien sûr été assassiné par Jeffrey Dahmer dans la nuit même de ces événements-là. Et il a gardé ses restants en souvenir. Un autre truc aussi que je trouve qui a été pas mal minimisé dans la série, c'est le fait que Jeffrey Dahmer essayait de garder au maximum, le plus longtemps possible, les restants humains de ses victimes. Dans le documentaire, c'est montré comme si dès qu'il commettait un crime, il allait quand même se débarrasser des preuves incriminantes assez rapidement et garder quelques souvenirs. En réalité, il allait garder ses victimes le plus longtemps possible. Pour vous donner un exemple par rapport à ça, c'est le jeune Steven Inks qui a été assassiné par Dahmer. La seule et unique raison de pourquoi il s'est débarrassé des restants de ce jeune homme-là, c'est parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de l'odeur et l'odeur attirait l'attention. Quand il était en train de se débarrasser des restants de Steven Inks, la police l'a arrêté. Ils étaient en train de l'interroger, mais le truc qui n'est pas réellement surligné, c'est le fait que des restants humains sont mis dans des sacs poubelles. C'est des restants humains qui sont là depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas quelque chose qui dégage une odeur de fleurs. Dans aucun cas, j'arrive à m'imaginer une raison pour laquelle ces policiers-là n'ont pas été alertés par l'odeur qui sortait de la voiture de Dahmer. Encore, c'est un truc que je dis parce que je trouve que ça minimise les crimes et aussi l'implication de la police dans toute cette histoire-là. Si leur travail avait été réellement fait, tout ça ne serait jamais arrivé ou n'aurait jamais duré aussi longtemps que ça. Bien, maintenant on va parler de la partie de sa vie où il vivait avec sa grand-mère. Dans la série, à un moment dans la vie de Jeffrey Dahmer, il a été envoyé chez sa grand-mère pour vivre avec elle. Bon, il est sorti de l'armée, il n'avait pas de travail, pas d'éducation. Son père a décidé qu'il n'allait plus l'héberger et qu'il allait vivre chez sa grand-mère et il allait devoir trouver un travail et faire quelque chose de sa vie. Dans le documentaire, c'est montré qu'il vivait littéralement chambre côte à côte, à l'étage. Ils mangeaient ensemble, tu sais, ils vivaient vraiment étroitement. Moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai regardé le documentaire, je suis sûre que je suis pas la seule personne qui a ressenti ça. On va avoir l'impression que la grand-mère savait qu'est-ce qui se passait, mais elle avait décidé de fermer les yeux sur ces atrocités-là, ou de ne pas intervenir, ou ne pas poser tout simplement de questions. Alors qu'en vérité, je dirais c'est totalement pas ce qui est arrivé. Dahmer vivait dans le sous-sol, il avait une entrée de porte totalement différente de l'entrée principale. Alors toutes les hommes, toutes les gens, même les allers-retours que Dahmer faisait, la grand-mère n'était au courant de rien du tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à assassiner 3 personnes sous le toit de sa grand-mère. C'est aussi comme ça qu'il a réussi à ramener les restants d'une 4e victime, si je peux
peut dire, dans la maison de sa grand-mère et faire qu'est-ce qu'il voulait avec. Un autre élément qui m'a amèrement surpris, quelque chose qui a été, je dirais, énormément négligé, c'est l'événement autour des bath house. Si vous savez pas c'est quoi un bath house, c'est simplement un lieu où les gens se rencontrent pour avoir des relations intimes, passer du temps ensemble, etc. Ils ont des chambres privées, bref. Alors Jeffrey Dahmer se rendait à ces endroits-là, faisait ce qu'il avait à faire, droguait des personnes et les laissait. Dans le documentaire, c'est montré que seulement 2 personnes ont été victimes d'abus par Jeffrey Dahmer dans ces bath house, et ensuite le gérant a réalisé qu'est-ce qui se passait, ils l'ont banni, ils ont alerté tous les bath house qu'ils avaient dans l'arrondissement. C'était décrit qu'il allait droguer des jeunes hommes, les abuser sexuellement et les laisser vraiment au bord de la mort, au bord de l'overdose, et ils allaient être trouvés et les ambulances, la police étaient alertées pour venir les chercher. Alors de tous les crimes qui ont été commis dans les bath house par Jeffrey Dahmer, il n'y a eu aucun décès. Mais vous savez, dans le déroulement des choses, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout 2 victimes qui ont été recensées, mais en fait 12 hommes ont été recensés, 12 hommes ont été victimes. Je ne comprends pas comment on peut diminuer un nombre aussi énorme. C'est des éléments qui sont laissés en dehors du documentaire, mais pourtant ne font justice à personne. Ce n'est pas de la censure, ça aide personne que ces éléments-là soient laissés en dehors de l'histoire. Tout ce que ça fait, ça minimise tout ce que cet homme-là a commis comme crime. Un autre point par rapport à ce que Netflix vous a pas dit, c'est un point qui est pas facile à entendre. Dahmer s'était fait arrêter par la police pour indécence publique. Il s'était exposé à 2 enfants pour ne pas qu'ils partent en prison, probation, etc. Il a été forcé à aller en thérapie. C'est quelque chose qui n'a pas réellement été inclus dans le documentaire. Dahmer, quand il allait en thérapie, en dehors dans sa vie personnelle, il était en train de commettre des meurtres, démembrement, cannibalisme, nécrophilie, etc. Pendant qu'il allait en thérapie, dans sa voiture, dans le stationnement, il avait carrément la tête d'une de ses victimes. Je sais que certaines personnes vont essayer de me dire que c'est des choses qui sont censurées parce que justement, c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre quelque chose comme ça. C'est difficile à entendre, c'est dégueulasse. Et ça fait un pincement au cœur. Mais le problème, encore comme je l'ai dit, ça minimise en fait la grandeur de ces crimes. Aussi, ça montre l'incompétence vraiment du système judiciaire et un peu de santé aussi. Quelqu'un qui a commis un crime d'indécence publique, qui s'est flashé, qui s'est montré à 2 enfants de 12 ans, il est vu comme un prédateur sexuel. C'est difficile de me dire que quelqu'un comme ça n'a pas sa voiture fouillée, sa maison fouillée, de temps en temps, juste pour s'assurer qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il est supposé de faire. En plus de ça, quelqu'un qui est en probation. Je me sens obligée de souligner ça, surtout pour les jeunes personnes qui sont actuellement sur Twitter en train de se créer, je vous dirais, des comptes fans de Jeffrey Dahmer ou des gens qui disent se sentir mal pour lui ou des trucs du genre. Je ne pense pas que ces gens-là diraient ou auraient le même opinion si ce genre d'éléments-là n'avait pas été laissé en dehors de la série. Un autre élément par rapport à la série, le fameux cas du sandwich au thon. Dans la série, à un certain moment, la voisine de Jeffrey Dahmer l'a interpellé par rapport à une odeur qui dégageait en fait de son appartement. En sachant la nature de ses crimes, vous pouvez savoir de quelle odeur je parle. La voisine Glenda Cleveland l'a interpellé, lui a demandé de faire quelque chose par rapport à l'odeur. Ce n'est pas la première fois qu'elle lui demande de faire quelque chose, de faire le ménage, nettoyer, etc. Il lui dit que cette odeur-là est due à de la viande, de porc. C'était de la viande qui était mal gardée, donc maintenant elle dégage une odeur, mais il s'est débarrassé de ça. Pour se racheter, il lui a proposé un sandwich. Dans le documentaire, la voisine Glenda Cleveland, elle lui a dit non. Je ne vais pas manger ton sandwich, je sens déjà l'odeur qui sort de chez toi et l'histoire s'arrête là. Ça, c'est la version de Ryan Murphy, mais la vérité est encore plus macabre que ça. Non, ce n'était pas Glenda Cleveland qui a été mise dans cette situation-là. C'était une autre voisine qui s'appelle Pamela Bass. C'est une femme qui avait essayé de se lier une amitié avec Jeffrey Dahmer. Pamela Bass et son mari, ils font ça avec toutes les personnes de l'immeuble. Ils vont faire des soirées où tout le monde est invité, on vient manger, on parle. Bref,
bref, c'est vraiment histoire de l'intégrer dans l'immeuble parce que c'est vraiment un immeuble communautaire. Tout le monde se connaît, tout le monde est ami, tout le monde se rend des services, etc. Donc ils ont voulu l'inclure et bien sûr il allait venir manger, etc. Il allait participer au truc, mais il allait jamais rien apporter. Mais un jour, juste comme ça, Jeffrey Dahmer, il vient avec des sandwichs au thon. Et bien sûr, malheureusement, tout le monde a mangé ce qu'il avait apporté. Après que la nouvelle est sortie, ils sont arrêtés, ils sont allés en prison, etc. Ces personnes-là, elles disent jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont sûres et certaines qu'ils ont mangé de la chair humaine. Plusieurs choses ont été ignorées. Plusieurs choses ont été mises de côté. Ça n'a pas été montré que, justement, plusieurs appels ont été faits pour signaler qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la communauté. Ils ont même dit qu'ils étaient au courant. À un moment, c'était sûr et certain. Et tout le monde le savait qu'il y avait un tueur en série en liberté, en fait, dans la communauté. Malheureusement, c'est quelque chose qui minimalise le rôle qu'a joué la police dans le développement des choses. Racisme, homophobie, plusieurs choses, en fait. Beaucoup des personnes qui ont ignoré ou minimalisé la situation, ce qui se passait à Milwaukee, ils sont encore vivants. Je ne sais pas si ça a été réalisé de cette manière-là pour éviter que ces gens-là se fassent interpeller par le grand public. Mais voilà quoi, je comprends pas. Même la personne qui a enlevé la vie à Jeffrey Dahmer est encore vivant et encore en prison aujourd'hui. Je vais finir toute cette parenthèse-là en disant que c'est dommage que la série, elle était vraiment axée plus sur le tueur en série que les victimes, la communauté de Milwaukee. Ça n'a pas été souligné les coalitions intercommunautaires qui ont été créées entre Asiatiques et Afro-Américains, les changements dans la communauté LGBTQ+. Bon, on va fermer maintenant cette parenthèse parce que je trouve que c'est ça les éléments les plus importants qui ont été laissés de côté par la série. Bien sûr, actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de sortir pour parler des choses que Netflix n'a pas ajoutées dans la série. Il y a même une journaliste qui a récemment fait une interview pour parler du fait que la série, elle était mal écrite. Plusieurs éléments ont été modifiés. Le rôle de certaines personnes dans l'histoire ont été amplifiés. Il y en a d'autres, ça a été changé. Et il y en a d'autres, leur rôle carrément a été diminué. C'est comme si la série les a innocentés ou leur a donné le bénéfice du doute. Bon, maintenant on va pouvoir parler d'autre chose. On va un peu plus se centrer sur le genre du true crime. J'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse qui expliquait ce phénomène-là, qui a carrément appelé ça le complexe industriel de Jeffrey Dahmer. Il y a tellement de contenus qui sont pompés sur cette personne-là que ça devient carrément une industrie. Le pire, c'est que ce n'est pas la seule personne. On peut aussi observer ça avec un autre tueur en série, Ted Bundy. Ce n'est rien de nouveau, ça n'a pas commencé en 2022, ça n'a pas commencé il y a 5 ans, ça a toujours existé, ce genre-là. Je ne sais pas si d'ailleurs vous le savez, mais Shakespeare est considéré comme un des pères fondateurs du genre. Et l'être humain a toujours été fasciné par le macabre. D'ailleurs, ça a toujours été sujet d'études. Il y a des études, des analyses qui ont été réalisées par des très grands psychologues par rapport à ça. L'être humain a toujours eu un penchant pour tout ce qui est sombre. D'ailleurs, petit cours d'histoire, durant le Moyen-Âge à Paris, plusieurs morgues étaient accessibles par le public. Des corps étaient mis dans les vitrines. C'était pour faciliter l'identification des corps qui étaient trouvés pour que les proches puissent retrouver leurs défunts. Et bien sûr, la majorité des gens qui allaient regarder ces corps-là, ils n'étaient pas là-bas pour les identifier. Ils étaient vraiment là-bas par pure curiosité. Plus le corps qui a été retrouvé est abîmé et amoché, plus il y avait de gens qui allaient se rassembler devant la morgue, devant les vitrines, etc. pour observer ces corps sans vie. On peut parler des musées, musées de l'horreur, avec des instruments de torture qui ont réellement été utilisés, guillotines, c'est des trucs du genre. Donc en mini conclusion, oui, ça fait partie de notre histoire. J'ai dit tout ça même sans impliquer les exécutions publiques. Je suis au courant de tout ça, donc je suis pas en train de dire qu'il faut poursuivre Ryan Murphy avec une fourche parce qu'il vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Non, c'est un genre qui existe déjà. Il y a plusieurs films et séries sur des tueurs en série, des choses même qui devraient même pas exister. Des fois, on a des podcasts, on écoute
On voit un peu qu'est-ce qui se passe actuellement avec YouTube, des gens qui mangent carrément en train de raconter les meurtres des proches de certaines personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui même. Mais je ne pense pas que à cause que c'est quelque chose qui existe déjà, ok, dans notre vocabulaire ou dans notre entourage, qu'on ne devrait pas laisser faire place à une certaine progression par rapport à la création de contenus qui sont basés sur des vrais crimes. N'oubliez quand même pas que le true crime, c'est quelque chose qui est assez facile à réaliser parce que ces gens-là n'ont pas besoin de créer de personnages. Ils n'ont pas besoin d'inventer des lieux. Ils n'ont pas vraiment besoin d'utiliser leur imagination pour quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de scénariser les dossiers qui leur sont donnés. Je vous dirais, l'accueil en fait de cette série-là, Dahmer sur Netflix, doit vous donner un peu un aperçu de ce qui va se passer dans le futur. C'est sûr qu'il y aura certaines lois qui vont être posées par rapport à ça. Ne vous étonnez même pas si dans un avenir proche, YouTube démonétise absolument tout contenu qui est basé sur des faits réels comme ça. Pour certaines personnes, ça a été une surprise. Des familles qui n'étaient pas contactées. D'ailleurs, Eric Perry, qui était le cousin d'Errol Lindsey, une des victimes de Jeffrey Dahmer, est venu sur les réseaux sociaux, sur Twitter plus précisément, pour exprimer en fait son mécontentement par rapport à la sortie de cette série-là. En fait, il a dit dans un tweet: je ne dis à personne quoi regarder et quoi ne pas regarder. Je sais que le genre du true crime actuellement est en tendance. C'est un des contenus le plus demandés. Mais en fait, si vous êtes curieux par rapport à l'avis des victimes ou de ma famille, nous sommes en colère face à cette série. C'est l'équivalent de se traumatiser encore et encore et encore. Et pourquoi? Combien de films, combien de séries, combien de documentaires dont nous avons besoin? Recréer ma cousine en détresse émotionnelle en cours face à l'homme qui a torturé et tué son frère est incroyable. Ainsi, Isabelle, en fait, la jeune femme qu'on a vue justement en détresse émotionnelle dans le documentaire face au meurtre justement de son frère, elle a donné un interview. Elle a dit qu'elle a regardé une partie de cette série-là, ça l'a vraiment dérangée. Et en particulier quand elle s'est vue elle-même, quand elle a vu son nom à travers l'écran et qu'elle a vu cette jeune actrice qui était en train de recréer un des pires moments, je vous dirais carrément le pire moment de sa vie. Elle était vraiment dérangée et sans mots. Elle a dit que si elle avait zéro contexte par rapport à ce qu'elle regardait, qu'elle était vraiment au courant de rien du tout, elle aurait cru que c'était une vidéo de son moment en cours. Elle aurait réellement cru que c'était elle qu'elle était en train d'observer dans cette vidéo-là. Elle a dit les cheveux étaient pareils comme les miens, les habits étaient pareils comme les miens. Elle avait l'impression de revivre ce moment-là, comme si de nouveau elle était en cours devant Jeffrey Dahmer. Elle a continué en disant que ça a ramené toutes ces émotions-là en surface. Bref, elle a conclu en disant qu'elle n'a jamais été contactée par Ryan Murphy ou Netflix. Elle a l'impression que Netflix aurait dû justement les contacter et leur demander ce qu'ils ressentent face à la création de cette série documentaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus de membres de la famille des victimes qui viennent en parler, qui viennent donner leur avis, que les familles n'ont pas été contactées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? $0 et de tout l'argent qui a été généré par cette série leur sera envoyé. Un point dont moi-même je n'avais pas pensé, ok, ça vient de Mary. En fait, c'est le fait que justement dans la série, ça a été souligné le fait que les familles ne vont rien toucher par rapport à ce qui se passait. Aucune compensation du gouvernement ça a été touché. C'est vraiment ironique que Netflix, Ryan Murphy, ils ont rajouté ça dans la série documentaire, mais ils ont eu l'audace en fait de l'exécuter en vraie vie. C'est leurs proches qui ont été tués et à cause de ça, la réalisation de ces documentaires et de ces films-là sont possibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, les personnes qui sont utilisées comme acteurs principaux, acteurs vedettes pour recréer en fait ces documentaires, séries et films. L'exemple le plus flagrant, c'est Zac Efron qui joue
le rôle de Ted Bundy. Un autre film avait été créé en 2017 par rapport à l'histoire de Jeffrey Dahmer et c'était Ross Lynch qui avait été choisi pour jouer Jeffrey Dahmer. C'est quoi que ces deux personnes-là ont en commun? C'était des acteurs de Disney. Vous utilisez les plus grandes stars, les plus grands Casanova en fait, carrément, qui sortent de l'époque de Disney. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire quand tu utilises Zac Efron pour représenter Ted Bundy? Des jeunes impressionnables qui sont derrière ces acteurs-là, ces célébrités-là. Alors qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Surtout que Evan Peters, c'est vraiment le roi, je vous dirais, de Tumblr. T'as juste à aller sur Tumblr en fait pour voir Evan Peters représente quoi pour la génération Z. Tout ça, c'est des choses qui participent vraiment à la désensibilisation de la jeunesse. Mais en vrai, c'est juste fait pour capitaliser et faire de l'argent. C'est le simple fait que Ryan Murphy était capable de recréer mot par mot la scène du procès. Il est capable de trouver les mêmes habits, réhabiller toutes les proches de la même manière. Il était capable de faire ça, mais il n'était pas capable de raconter mot pour mot, scène par scène, les événements qui sont réellement arrivés. Il y a une certaine volonté derrière. C'est vraiment dommage en fait. Beaucoup de gens se plaignent qu'il y a beaucoup de blagues, beaucoup de choses sont postées en fait pour se moquer justement de Jeffrey Dahmer. Et malheureusement en relation, je sais même pas si ces gens-là se rendent compte, mais ils se moquent aussi des victimes en disant moi, Jeffrey Dahmer, il aurait pas pu faire ci, il aurait pas pu faire ça, je lui ai donné une droite, nanana. Mais en quelque sorte, c'est que tu es en train de dire que la victime, les gens qui ont été tués par lui, ils étaient peut-être faibles ou stupides, mais vous comprenez que le format, la manière dont cette série documentaire a été créée, laisse place justement à ce genre de choses-là parce que ça n'a pas été scénarisé comme un vrai documentaire. Ça a été scénarisé comme si c'était une série, comme Squid Game par exemple, comme si c'était un événement fictif. À la fin, devinez c'est qui l'emporte en fait. Bref, moi tout ce que je peux vous dire c'est que je suis contente que les gens sont capables de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça c'est le premier pas en fait vers une certaine régulation. J'espère que c'est une vidéo qui va vous aider au moins à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cette série, qui va vous aider à comprendre mon opinion, ce que j'ai posté sur Instagram, etc. Bref, en tout cas, on va en parler dans la section commentaires. Ça va me faire plaisir de lire vos arguments en commentaire. Encore, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si tu dis Bintou, argument 5, t'as raconté de la merde, dis-moi en quoi j'ai raconté de la merde. Et c'est tout ce que j'ai à rajouter par rapport à cette série-là. Pour le moment, that's it. J'ai plus rien à vous dire. Alors comme toujours, gros bisous, prenez soin de vous, puis on se revoit très rapidement. Bye.